Bienvenue dans ce webinaire dédié au métier de biographe. Donc, je vais d'abord commencer par me présenter en deux petits mots pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Donc, moi, je m'appelle Anne-Sylvie, je suis biographe, mais je préfère dire que je suis plume de vie, pas seulement parce que ça rime avec mon prénom, mais aussi parce que je trouve que c'est une appellation plus poétique et plus juste, puisque mon métier, c'est vraiment de prêter ma plume à ceux qui veulent raconter leur vie. Donc, c'est une activité que j'exerce depuis 2017. Et en 2023, j'ai décidé de transmettre au-delà d'écrire parce que j'avais beaucoup de gens qui me posaient des questions sur le métier. Donc, j'ai créé la formation Devenir biographe pour transmettre ce métier que je trouve vraiment, que je trouve magnifique, que je trouve, je dirais même essentiel et peut-être même plus que jamais. Voilà. Et une des choses qui m'a vraiment marquée dans ce métier au fil de l'expérience, c'est vraiment que ça faisait beaucoup de bien aux gens en fait de raconter leur histoire, que ça pouvait vraiment avoir quelque chose de très libérateur, parfois même de guérisseur, je peux le dire. Et donc ça m'a amené à m'intéresser davantage à l'écriture thérapeutique, à me former en la matière. Et donc, j'ai créé la Plume Académie pour développer le métier de biographe qui, à mon sens, mérite d'être mieux connu et plus répandu, mais aussi pour développer l'écriture thérapeutique et continuer à diffuser tous les bienfaits que peuvent offrir les mots. Voilà pour me présenter très succinctement. Donc, je suis ravie de vous retrouver en direct. On va passer une petite heure ensemble pour répondre à la question, le métier de biographe est-il fait pour vous? Donc, c'est une question que j'ai déjà abordée dans un webinaire en 2023. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Mais en tout cas, j'avais à cœur de remettre cette question à l'ordre du jour parce que je vois beaucoup de personnes qui se posent cette question et qui se posent cette question depuis parfois un bon moment d'ailleurs, et qui sont parfois attirés, voire très attirés par le métier de biographe, mais qui hésitent à sauter le pas, soit parce qu'elles doutent de leur potentiel, elles se demandent si elles seraient à la hauteur, si elles ont les compétences, etc. Soit elles doutent du potentiel du métier, en se demandant si c'est un métier d'avenir, s'il y aura des clients, etc. Soit un peu des deux, souvent. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à la partie votre potentiel. Est-ce que vous avez le potentiel pour exercer ce métier? Et si vous vous intéressez aussi à la partie potentielle du métier, sachez que j'ai dédié un webinaire à cette question qui vraiment évoque la réalité du métier de biographe, qui est toujours disponible sur YouTube. Donc je vous enverrai le lien avec le replay de ce rendez-vous si vous avez envie aussi d'aborder cette deuxième facette, cette deuxième question. Ok? Mais aujourd'hui, on va vraiment parler de vous. Est-ce que vous avez le profil? Est-ce que vous avez les qualités, les prédispositions, les compétences requises pour envisager le métier de biographe? Et au-delà de l'envisager, je dirais pour y réussir et pour vous y épanouir, puisque si vous choisissez une nouvelle voie, c'est quand même ça le but. C'est aussi que vous y sentiez bien à tous les niveaux. Voilà, ça va pour l'instant, tout le monde m'entend bien, tout le monde est bien installé. Je regarde, donc j'ai accès au chat, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, là, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, je vais garder la parole. Donc, je vais vous demander d'ailleurs de couper vos micros en bas à gauche pour vous présenter donc, les qualités et compétences requises pour exercer ce métier. Je vous dirai aussi certains pièges à éviter et certaines idées reçues qui méritent d'être évincées. Et puis, je vais essayer d'être efficace parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais mon idée, c'est quand même de vous laisser un temps ensuite si vous avez des questions. OK? Euh, alors, donc, c'est bon, vous êtes prêts à commencer? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, mais j'y répondrai en un second temps. Alors, avant de commencer, j'avais envie de vous poser une petite question et de vous inviter à y répondre de manière très spontanée dans le chat. Donc, cette question, c'est sur une échelle de 1 à 10, à quel point sentez-vous que le métier de biographe est fait pour vous? Et là, je parle vraiment, on ne parle pas de la partie trouver des clients, est-ce que je vais savoir communiquer? On parle vraiment de la mission de biographe, à savoir écouter les gens, vous raconter leur histoire et leur prêter votre plume pour en faire un livre de vie. Est-ce que vous sentez que c'est fait pour vous comme ça, spontanément? Est-ce que vous vous dites, oui, ça me correspond? Euh, donc 10, c'est si vraiment vous sentez que oui, c'est fait pour vous. 1, c'est si vous avez quand même des gros doutes. Donc, je regarde un peu où vous en êtes à ce stade de notre échange. On est dans du 7, dans du 8, dans du 10. Waouh!
Dans du 8, dans du 7, 10, 8. Ok. Bon, il y en a quand même beaucoup qui sont très, très appelés par ce métier. Ok, bon, bah, en tout cas, moi, mon but dans ce webinaire, c'est pas du tout de vous faire passer à 10 sur 10. C'est vraiment de vous aider à affiner cette note, à vraiment à gagner en clarté pour vraiment que vous sortiez de cette heure ensemble en ayant une idée plus précise de si ce métier vous correspond vraiment ou pas. Euh, voilà, donc, avant toute chose, je voulais quand même attirer votre attention sur le fait que peut-être, sans le savoir, vous aviez peut-être déjà dans votre passé reçu, on va dire, des signes, enfin, on peut dire des clins d'œil de la vie, comme quoi vous étiez déjà un peu appelé par le métier de biographe. Donc, je vais vous dire quels pourraient être ces signes et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en commentaire si vous êtes concerné. Peut-être qu'on vous a déjà dit que vous écriviez bien dans votre travail ou vos proches, quand vous avez été amené à écrire, peut-être que déjà on vous a dit, ah oui, c'est vrai que tu as une belle plume. Peut-être qu'on vous a demandé parfois des coups de pouce pour écrire. Quelqu'un vous a demandé d'écrire un mail pour elle ou une lettre, un message. Voilà. Peut-être qu'on vous a déjà demandé un service de vous de prêter votre plume. Peut-être aussi que vous remarquez, si vous y regardez de plus près, que souvent, les gens, naturellement, ont envie de se confier à vous. Que très souvent, vous vous retrouvez un peu dans la posture de la bonne oreille à qui on vient se confier, à qui on vient confier parfois même des choses qu'on ne dit pas forcément à tout le monde, parfois même avec des gens que vous ne connaissez pas beaucoup. Peut-être que vous êtes assez naturellement dans ce rôle de confident. Certainement parce que vous avez un bon sens de l'écoute naturel, peut-être parce que vous êtes très naturellement dans le non-jugement. En tout cas, peut-être que voilà, vous avez souvent cette petite casquette de confident. Je vois que ça parle à pas mal de monde. Et puis peut-être que vous avez carrément eu des vrais appels du pied où quelqu'un vous a demandé d'écrire votre histoire, hein. Ça arrive que certains aient déjà eu ce genre de demande et déjà eu des grands appels vers le métier de biographe. Voilà, en tout cas, ça peut arriver et tous ces petits signes-là, ça peut être déjà un indice que vous avez, voilà, l'écriture, l'écoute, ce sont des choses qui sont déjà là, bien présentes en vous. Euh, la deuxième chose, avant de vraiment vous partager les qualités, les compétences requises, etc., c'était que je voulais vous inviter à vous connecter à un autre signe intérieur qui me semble vraiment intéressant à prendre en compte. Et là, je vais vous inviter à replonger un peu dans votre mémoire. C'est à vous reconnecter au moment où vous avez découvert le métier de biographe. Peut-être que c'était il y a longtemps, peut-être que c'était récemment, mais quand vous avez su que ce métier existait, c'était possible de vivre de ce métier, de vivre en écrivant les histoires des autres, qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que vous avez eu une espèce d'étincelle qui s'est allumée, vous vous êtes dit, ah, mais c'est exactement ce que je voudrais faire? Est-ce que ça a juste allumé quelque chose en vous? Vous vous êtes dit, ah tiens, c'est intéressant. Voilà, est-ce que ça a déjà vibré quelque part en vous? Parce que je trouve que l'intuition est quand même souvent une bonne messagère. Et au-delà de l'intuition, l'enthousiasme, en fait. L'enthousiasme que procure quelque chose, pour moi, enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment mon meilleur guide. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que l'enthousiasme pour savoir si on est sur le bon chemin. Donc voilà, je vous invite à penser à ce moment-là, si vous en avez le souvenir, mais en tout cas à essayer d'y réfléchir, parce que en tout cas moi je sais que ça a été un grand moment pour moi, que c'était une espèce de révélation quand j'ai su que c'était un métier qui existait. Euh, alors, je rebondis pas pour l'instant dans le chat, mais vous avez le droit de participer. Voilà, maintenant, au-delà de l'intuition, de l'enthousiasme, des éventuels signes que vous avez reçus, je vais entrer dans des considérations bien sûr plus pragmatiques et partager vraiment avec vous tout ce qu'il faut savoir au sujet des qualités et des compétences requises. Donc, on va aborder ça en deux temps, d'une part en termes de savoir-faire, d'autre part en termes de savoir-être. Alors, on commence par le savoir-faire. Ça va pour vous toujours? Alors, savoir-faire, en termes de savoir-faire, il y a deux compétences indispensables avant même de commencer à se former. Il y a vraiment deux compétences que vous devez avoir si vous voulez envisager ce métier. La première, c'est d'avoir une bonne aisance rédactionnelle, c'est-à-dire que vous soyez à l'aise pour vous exprimer par écrit, que vous soyez capable de rédiger un texte qui soit fluide, cohérent, bien écrit. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, il va falloir apprendre des techniques d'écriture biographique, puisque écrire au jeu pour quelqu'un, c'est évidemment très différent que tout autre type d'écriture. Mais en tous les cas, il faut déjà, avant d'apprendre ces compétences-là, avoir des bonnes compétences rédactionnelles. Ensuite, pour être biographe, il s'agira d'apprendre des techniques bien spécifiques à la biographie, à savoir
comment écrire juste pour quelqu'un, comment trouver le bon style pour chaque narrateur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en biographie, on est confronté à des narrateurs très différents. On peut aussi bien écrire pour Mamie Odette, qui a 90 ans, qui raconte ses mémoires à ses petits-enfants, que pour un jeune entrepreneur qui veut raconter son parcours professionnel, que pour quelqu'un qui est en train de traverser une épreuve très difficile, comme un deuil ou une maladie. Donc, à chaque fois, notre style, il va s'adapter à la personnalité, à la voix, à la sensibilité de la personne. Donc ça s'apprend en fait, d'avoir cette écriture très particulière, qui est de l'écriture au jeu, d'écrire au jeu au nom de quelqu'un. Ce qu'il faut apprendre aussi, quand on aborde le style biographique, c'est comment gérer la temporalité d'un récit. Parce que en biographie, on est évidemment plutôt tourné vers le passé. Hein, la personne nous raconte ses souvenirs, remonte sa mémoire, mais on fait quand même des va-et-vient, déjà dans différentes périodes du passé. Aussi, on revient au présent souvent. Parfois, on part dans le futur. Enfin, il y a tout un jeu dans le temps. Le récit n'est jamais strictement linéaire. Et donc, nous, biographes, on doit gérer cette temporalité un peu fluctuante, enfin, qui bouge comme dans la vie. Et donc, on doit savoir structurer un récit en gérant cette temporalité. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui s'apprend. Et puis, il y a autre chose qui est, à mon sens, important à apprendre, c'est de créer une dynamique dans un texte biographique. Parce que un texte biographique, à la base, il peut être un peu insipide. Si on le prend comme tel, si on n'exploite pas notre plume pour le mettre en valeur, il peut avoir un côté un petit peu plat. C'est-à-dire que ça peut être je suis né à telle date, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Rentrer dans quelque chose d'un peu factuel, d'un peu qui manque un peu de sel. Donc l'idée, c'est d'apprendre aussi avec la matière dont on dispose, puisque bien sûr, il ne s'agit pas d'inventer, il ne s'agit pas de faire des grands effets de style ou d'extrapoler. Pour autant, il s'agit, en tout cas c'est l'approche dans laquelle je m'inscris, de créer un récit vivant, un récit incarné, un récit qu'on a envie de lire, qui entraîne le lecteur. Pas juste un récit qui rend compte des faits qui se sont passés dans la vie d'une personne. Et donc, ça, c'est en exploitant nos compétences rédactionnelles et certaines techniques, d'ailleurs, qu'on peut emprunter parfois au roman, qu'on va réussir à faire d'un récit de vie un récit qui soit pas seulement factuel, mais qui soit vraiment vivant, qui soit vraiment émouvant même, si possible. Et ça, en restant bien sûr parfaitement fidèle à ce qu'on nous a délivré. Hein. Il ne s'agit pas du tout d'inventer une fois de plus. Voilà, donc tout ça, c'est des choses, c'est des techniques qui s'apprennent, mais il faut avoir des bonnes compétences rédactionnelles de base pour ensuite s'approprier ce type d'écriture-là. Alors, une précision quand même, quand je parle d'aisance rédactionnelle, ça ne veut pas dire qu'il faut s'appeler Laurent Mauvigné ou Natacha Apana hein, pour dire des noms de grands auteurs d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'avoir un style littéraire extrêmement élaboré, d'être prêt à viser le concours, pas du tout, et je dirais même bien le contraire. Parce que ce que j'ai vu, et ce qui m'a d'ailleurs surpris dans mon expérience, c'est que les élèves, les personnes qui avaient un vrai talent littéraire, un style déjà très marqué, avaient parfois plus de mal finalement à s'adapter au style biographique et à s'adapter au narrateur. Parce qu'ils avaient tendance à un petit peu imposer leur propre style, qui est un style qui était un très beau style à la base, mais qui du coup n'était pas forcément adapté à tous les narrateurs. Et donc ça leur demandait parfois, c'est pour eux un vrai défi en fait parfois d'adapter leur plume, alors qu'à la base ils avaient des très très grandes qualités littéraires. Voilà, donc il s'agit d'avoir des bonnes compétences rédactionnelles, mais pas non plus d'être un génie littéraire, hein, entendons-nous bien. Et qui dit avoir une bonne aisance rédactionnelle ne dit pas non plus avoir une grande imagination. Ça, je tiens à le préciser, puisqu'on a cette chance dans le métier de biographe, en tout cas moi qui n'ai pas une grande imagination, je considère ça comme une chance, de ne pas avoir à inventer, puisque ce sont les narrateurs qui vont nous délivrer notre matière, qui vont nous donner voilà, tout le contenu. Après, ce sera à nous évidemment de le mettre en forme et en valeur, mais en tout cas, on n'a pas besoin d'avoir une grande imagination. Maintenant, si vous êtes romancier ou si vous avez une fibre de romancier, peut-être que vous écrivez de la fiction, ça reste un atout parce que, comme je vous le disais, on peut se servir à certains points de vue des techniques du roman pour créer un récit vivant. Donc, vos compétences de romancier, elles vont vous servir. Mais en tous les cas, il faut savoir que c'est pas en biographie qu'on va pouvoir débrider son imagination. Voilà, donc ça, c'était pour la partie vraiment proprement rédactionnelle. Un autre prérequis qui est important aussi, c'est d'avoir un bon niveau d'orthographe. Donc, parce que certes, aujourd'hui, il existe des logiciels de correction très performants, on peut se faire aider, on n'est pas obligé d'avoir un niveau
d'avoir 20 sur 20 partout, de maîtriser toutes les subtilités si complexes de la langue française, mais il faut quand même avoir un bon niveau de base parce que déjà, on est des professionnels de l'écriture quand on est biographe, donc c'est notre rôle d'honorer la langue française, que ce soit dans les livres, mais aussi dans les échanges de mails avec les clients. Enfin, on est quand même beaucoup dans l'écrit. Donc, même si on peut se faire aider de logiciels de correction, c'est important quand même d'avoir un minimum de niveau orthographique. Voilà, mais ça, c'est vraiment les deux prérequis indispensables. Ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas indispensable d'avoir un bagage littéraire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir fait des études littéraires pour envisager le métier de biographe. Il faut savoir que la profession de biographe, c'est une profession qui n'est pas réglementée. Il n'y a même pas d'ailleurs de diplôme reconnu par l'État qui existe à ce jour. Donc en soi, il ne faut pas de diplôme pour l'exercer et en vérité, tout le monde peut se dire biographe. Il y a personne qui ira dire bah non, tu n'as pas le diplôme qu'il faut. Maintenant, évidemment, idéalement, c'est quand même mieux d'avoir un parcours littéraire. Donc, idéalement, d'avoir une formation, par exemple, en lettres, en langue, en histoire, en philo. Éventuellement, d'avoir une expérience dans un univers littéraire, que ce soit dans la correction, la rédaction, l'enseignement, enfin, voilà, dans un milieu qui est plutôt littéraire. Ensuite, d'envisager une formation de biographe. Voilà, ça c'est le parcours, on va dire, idéal. Études littéraires, expérience dans l'univers des lettres, formation de biographe et ensuite biographe. Maintenant, ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas un parcours littéraire, si vous n'avez pas exercé dans un métier littéraire, vous ne pouvez pas envisager le métier de biographe. D'accord? Ce n'est pas indispensable non plus. C'est bien, c'est mieux, mais ce n'est pas indispensable. L'important, c'est vraiment d'avoir une sensibilité littéraire et des qualités rédactionnelles avérées. Et ça, on peut très bien avoir été ingénieur, comptable, infirmière, juriste et avoir cette sensibilité-là et avoir ces qualités rédactionnelles-là et avoir cette envie-là aussi d'exercer ce métier. Moi, je suis vraiment pas du tout adepte du fait d'enfermer les gens dans des cases. Je pense qu'on n'est pas condamné à avoir le même métier toute sa vie. Je pense que souvent, quand on est jeune, on fait des choix qui ne nous correspondent pas toujours vraiment parce qu'on veut faire plaisir à papa, maman, parce qu'on veut rentrer dans le moule, etc. Je pense que nos aspirations de vie, des fois, elles évoluent, qu'on a envie de faire des choses différentes, on a envie de faire des choses qui ont plus de sens pour nous. Donc pour moi, je trouve ça merveilleux, en fait, les gens qui osent se réinventer et prendre des nouveaux chemins. Et pour moi, quand on a l'élan et la motivation, c'est tout à fait possible. Et c'est aussi pour ça que la formation existe, pour accompagner des gens qui ont envie de se former, qui ont envie d'apprendre pour prendre un nouveau chemin. Donc c'est possible aussi, avec ces deux conditions que je vous ai dites, avoir quand même une certaine aisance rédactionnelle et un niveau d'orthographe correct et évidemment la motivation aussi, parce qu'il va falloir quand même apprendre. Donc cette motivation-là. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça qui est quand même important à noter. Voilà, donc ça c'était pour le savoir-faire. Donc ça c'est pour les connaissances, les compétences qui sont prérequises. Maintenant, il va évidemment y avoir d'autres compétences qui sont nécessaires aussi, mais là qui ne sont pas forcément prérequises parce que ce sont des compétences qui s'apprennent. Par exemple, la compétence de conduire un entretien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en biographie, le moment de l'entretien, c'est vraiment un moment extrêmement important. C'est là où on va aller collecter notre matière. Et on ne peut pas faire un riche récit de vie si on n'a pas une riche matière. Donc, c'est vraiment essentiel de soigner ce moment-là et d'avoir, pour récolter une bonne matière, d'avoir la bonne posture. Une posture qui est ni trop proche ni trop distante. Et aussi en entretien, de bien maîtriser l'art du questionnement. Parce que c'est comme ça aussi qu'on va aller chercher notre matière. Et l'idée, c'est de poser des questions, mais pas trop quand même, et de poser les bonnes questions. Celles qui vont vraiment nous permettre de récolter les détails, les anecdotes, les choses dont on a besoin pour créer un récit de vie riche et vivant. Ok, donc tout ça, ça s'apprend. Euh, Autre compétence nécessaire, c'est la compétence de structurer un récit de vie. Parce que comme je vous l'ai dit, un récit de vie, ça peut souvent partir un peu dans tous les sens. La personne, elle n'est pas toujours très construite dans son discours, ça ne va pas toujours être très ordonné, donc on va avoir vraiment cette tâche de structurer. Quand on sort d'un entretien, en général, on a plein de notes dans tous les sens. Donc on a un vrai travail au moment du passage de la retranscription de nos notes à un texte bien écrit. Et donc, on va devoir vraiment faire un vrai travail de structuration. C'est aussi ce qu'on apprend dans la formation. Gérer notre prise de notes déjà, parce que ça, c'est aussi, ça fait partie de nos missions. Et puis, gérer cette mise en forme, cette mise en ordre et cette mise en valeur de toutes les notes qu'on a pu récolter.
Autre compétence, comme je vous en ai déjà un peu parlé, c'est écrire au jeu. Donc, euh, pour quelqu'un, je dirais même par quelqu'un, puisqu'on écrit euh, en son nom. Donc, vraiment à travers son regard, à travers sa sensibilité. Donc, ça, c'est vraiment aussi une compétence à part entière à développer. Il y a aussi la compétence de poser un cadre, puisqu'on gère un projet, quand on gère une collaboration biographique, de la prise de contact à l'impression du livre. C'est à nous de piloter le projet et donc de, dès le départ, poser un cadre extrêmement clair. C'est ça qui va aussi permettre une collaboration réussie. Donc être au clair dès le départ sur les questions aussi de droit d'auteur, par exemple, sur les risques de diffamation. Parfois, ça peut être un sujet abordé. Enfin, il y a plein de choses à mettre au clair pour que vraiment la collaboration elle se passe ensuite de manière fluide et elle aboutisse à un beau livre qui corresponde aux attentes du narrateur. Et au-delà de poser le cadre, il faut aussi le tenir jusqu'au bout, parce que c'est nous qui sommes les garants de ce cadre. Autre mission, concevoir le livre, puisque l'idée, c'est évidemment pas de délivrer un document Word au client, c'est vraiment de lui proposer, en tout cas in fine, à la fin de la collaboration, un livre, un beau livre avec une couverture avec sa photo, son image, un titre choisi pour lui, une quatrième de couverture rédigée pour lui, enfin voilà, un livre qui lui ressemble et qui va bah, lui donner, si possible, de la fierté et de l'émotion. Donc voilà, tout ça aussi, ça s'apprend. Et puis, au-delà de toutes ces compétences, de ce savoir-faire vraiment biographique, il y a toutes les compétences qui relèvent de l'entrepreneuriat. Puisque quand on est biographe, on est entrepreneur, on est à son compte, on n'est pas salarié. En tout cas, je ne connais pas de biographe salarié. Et donc, il faut maîtriser tout ce qui relève de l'entrepreneuriat, à savoir facturer ses services convenablement, ne pas sous-facturer comme on le fait souvent quand on débute, savoir trouver des clients, hein, c'est aussi un des fondamentaux du métier. Et cela passe par asseoir sa légitimité, cela passe par avoir de la visibilité, cela passe aussi par communiquer de manière réfléchie sur une offre qui a été réfléchie aussi et bien définie. Ne pas communiquer au hasard quand ça nous vient, mais vraiment avoir une vraie stratégie de communication. Voilà, donc toutes ces compétences-là, ce sont aussi des compétences que j'aborde dans la formation, puisque ce sont des compétences incontournables, en tout cas si on veut vivre de ce métier. On ne peut pas couper aussi à cette partie-là du métier si on veut générer des revenus à travers notre activité. Euh, voilà, donc ça c'était pour la partie savoir-faire. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que je ne parle pas trop vite? Comme j'ai beaucoup de choses à vous dire et que je veux laisser de la place pour vos questions, je vais un peu vite et je suis un peu synthétique, mais voilà. Est-ce que c'est OK? OK, super. Alors je continue si ça vous va. Parfait. Merci pour vos réponses. Euh, En termes de savoir-être, donc, comme vous le savez, ça c'est un secret pour personne, le métier de biographe est un métier profondément humain. C'est vraiment le mot qui le caractérise. On est dans la relation, on est dans la relation profonde, on est dans la relation authentique, on est dans la relation, je dirais même intime, puisque parfois les gens sont amenés à nous confier des choses vraiment très personnelles. Donc, évidemment, ça, sans surprise, il faut avoir des qualités humaines pour envisager ce métier. La première, je dirais que c'est l'altruisme, c'est-à-dire d'aimer les gens et d'être intéressé par les gens, d'être intéressé par l'histoire des gens. Et quand je dis intéressé, c'est vraiment sincèrement curieux de leur histoire, d'avoir envie de les entendre, envie de les comprendre, parce que ça nous intéresse en fait. Cet intérêt-là, il est fondamental. Cette curiosité, elle est vraiment à la base du métier aussi. Parce que ça se ressent en fait. Le client, il va le sentir si vous êtes vraiment intéressé par lui. Et il a besoin de sentir cet intérêt sincère pour avoir envie de se confier aussi. Et puis, bon, c'est tout l'intérêt de ce métier. La deuxième qualité, vous en ferez douter aussi, mais je la dis quand même parce que c'est vraiment essentiel, c'est d'avoir un bon sens de l'écoute. Parce que, en fait, en biographie, ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'écriture et l'écoute est aussi importante que l'écriture. Avant l'acte d'écrire, en biographie, il y a toujours l'acte d'écouter. Et c'est en ayant une bonne écoute qu'on va pouvoir récolter une riche matière et faire un riche et beau récit de vie. Donc l'écoute, elle est fondamentale. Et l'écoute biographique, elle est très particulière parce que on écoute le narrateur dans tout ce qu'il veut exprimer. Et tout ce qu'il veut exprimer, ça passe évidemment par les mots, mais pas que en fait. Ça passe aussi par ses intonations, ça passe par ses silences, ses hésitations. Donc nous, on va aller écouter avec nos oreilles, mais pas que en fait, parce qu'on va aussi aller observer son regard, comment ses mains. Enfin, en fait, c'est vraiment une écoute qui est vraiment
globale et qui est aussi très profonde parce qu'on va écouter ce qui se dit sans se dire, ce qui se dit à ce demi-mot. Voilà, tout ce qui se dit entre les mots en fait. Donc c'est une écoute vraiment très, très sensible, très subtile. Et donc, certainement que si vous êtes intéressé par ce métier, c'est que vous avez un bon sens de l'écoute parce que vous aimez écouter. Donc, normalement, ça doit être là. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui se cultive, qui se muscle, qui se développe et qui se pratique. En tout cas, en biographie, on a vraiment un travail aussi enfin, voilà, il faut s'habituer à cette écoute. Il faut toujours continuer à l'approfondir et à la cultiver. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on aborde dans la formation. Et soit dit en passant, donc cette qualité qui est pour moi fondamentale dans le métier de biographe, c'est une qualité qui est profondément humaine et qui ne peut pas être remplacée par une machine, qui à aucun moment ne pourra être remplacée par l'IA. Parce que comme je vous le dis, on n'est pas dans l'écoute que des mots, et notre métier, c'est pas de retranscrire des mots qu'on nous dit, en fait, pas du tout. C'est vraiment d'aller au-delà de ça, c'est de comprendre une personne en profondeur par l'écoute complète et sensible qu'on lui offre pour trouver les mots pour elle. Donc c'est vraiment une intelligence émotionnelle qui est au cœur de cette écoute-là. Et c'est ça qui va faire que la personne se sent en confiance, qu'elle s'ouvre, qu'elle dit des choses qu'elle n'a peut-être jamais dites et qu'elle goûte aussi au sentiment tellement précieux et rare d'être compris, d'être entendu et compris. Voilà, donc ça, vous aurez compris, c'est vraiment une qualité de base. Dans la lignée de cette qualité-là, il y a une autre qualité qui est aussi évidemment essentielle, c'est l'empathie. Donc là, on va au-delà de l'écoute, il ne s'agit pas seulement d'écouter, il s'agit aussi de comprendre ce que la personne ressent, vraiment. Même si on n'a pas vécu ce qu'elle a vécu, il faut qu'on soit apte à comprendre, à un peu se mettre à sa place quelque part et à comprendre ce qu'elle peut ressentir et ce qu'elle veut exprimer. Et donc dans la formation, on travaille aussi cette empathie parce que pour moi, en biographie, il ne s'agit pas seulement d'empathie, il s'agit d'empathie, j'appelle ça l'empathie augmentée. Parce que dans le sens où il ne s'agit pas seulement de comprendre la personne, il s'agit de la comprendre pour traduire ce qu'elle dit. Donc on va plus loin que la compréhension et que la compassion. Après, il va s'agir de trouver les mots justes pour exprimer ce qu'elle a dit, ce qu'elle a pas forcément dit d'ailleurs, ce qu'elle a exprimé à sa façon. Donc c'est là où je parle d'empathie augmentée, parce que on comprend, on compatit, mais en plus on doit traduire. Donc ça, c'est aussi une compétence qui se développe, qui se muscle, qui s'apprend. C'est important d'avoir une bonne empathie de base, mais c'est quelque chose qui se travaille. Et là aussi, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui requiert une intelligence émotionnelle que aucune machine ne saura jamais remplacer. En fait, cette empathie humaine, parce qu'on écoute avec le cœur, parce qu'on comprend ce que la personne veut dire, c'est quelque chose qui est profondément, qui part de là, en fait. Voilà, alors il y aurait plein de qualités humaines à citer, j'en citerai juste deux autres. L'humilité, parce que ben, on est des écrivains fantômes, hein, donc on est des écrivains de l'ombre. Parfois, notre nom n'est même pas dans le livre ou sur la couverture. Et puis, l'humilité, elle se joue aussi au niveau des retours parfois qu'on peut avoir, parce qu'on est quand même un peu dans une coécriture. On écrit, mais le narrateur a évidemment son mot à dire et peut ajouter ce qu'il a envie ou retoucher ce qu'il a envie. Et parfois, il peut arriver qu'on on ait écrit un passage dont on est particulièrement fier, on a trouvé des mots magnifiques, on est très content, mais que le narrateur veuille le retoucher à sa sauce et que ça, c'est pas forcément dans le sens qu'on aimerait, mais pour autant, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Et ça, il faut savoir l'accepter. Et bon, voilà, ça fait partie aussi du jeu de l'humilité. Et puis, une qualité indispensable en biographie, c'est l'adaptabilité, puisqu'on est amené à faire face à des narrateurs très différents, des personnalités très différentes. Bah, comme je vous ai dit, hein, ça peut être des mamies, des entrepreneurs, des personnes qui vivent des parcours douloureux, des parcours atypiques, enfin, ça peut être vraiment tout type de profil. Mais au-delà de ça, on peut être à la fois avec des narrateurs qui parlent beaucoup, où il faut un peu canaliser leurs paroles parce que ça va dans tous les sens, ou au contraire avec des narrateurs qui parlent très peu, qui sont très taiseux, donc là il va falloir aller chercher notre matière. On peut avoir affaire à des narrateurs qui ont une excellente mémoire, qui nous donnent des détails extrêmement précis, et tout autant à des narrateurs qui, au contraire, ont une mémoire très défaillante, où il va falloir les aider à stimuler leur mémoire. On peut avoir affaire à des narrateurs qui sont très pudiques. Il faut vraiment les encourager pour qu'ils s'ouvrent un petit peu, notamment les personnes d'un certain âge. Et on peut aussi avoir affaire à des narrateurs très impudiques, ça m'est aussi arrivé. Donc vous voyez, on peut vraiment avoir affaire à des sensibilités très variées. Donc il faut à chaque fois savoir s'adapter, tant dans notre posture que dans notre écriture. Puisqu'à chaque fois, on doit trouver le style juste pour coller à la personnalité de cette personne.
Voilà pour ce qui est des qualités humaines. Et il y en a une autre que j'ajouterai qui est dans un autre ordre d'idée, mais qui est aussi importante, c'est celle d'être autonome. C'est vraiment important quand on est biographe d'être autonome parce que, comme je vous l'ai dit, on est à notre compte. Donc c'est à nous de gérer notre activité, c'est à nous de nous organiser, c'est à nous de nous autodiscipliner, c'est à nous de gérer notre temps. Enfin voilà, donc on doit vraiment être autonome, on n'a pas de patron, nous sommes nos propres patrons, donc personne ne va nous dire ce qu'on doit faire. On n'a pas de planning défini, c'est nous qui gérons notre temps chaque jour, chaque semaine. On n'a pas d'objectif imposé, c'est vraiment à nous de nous fixer nos objectifs et de nous y tenir. Donc voilà, donc tout cela demande de l'autonomie. Et donc il faut en être conscient. Euh, voilà, et donc l'autonomie, elle est requise dans le métier, mais elle est aussi requise dans la formation si vous décidez de la suivre, puisque c'est une formation à ce rythme que vous allez suivre en autonomie. Donc je suis, alors en autonomie, ça ne veut pas dire seule, hein, entendons-nous bien, je suis vraiment là à vos côtés tout au long du parcours, je réponds aux questions, je corrige vos exercices de manière individuelle. Enfin, on échange tout au long du parcours, donc vous n'êtes pas seul, mais pour autant vous êtes autonome. Je ne vais pas venir vous dire attention là, il faut que tu t'y mettes, attention là, t'es pas encore au module 2. Donc, cette autonomie, elle fait partie de la formation, mais c'est aussi un bon entraînement à l'entrepreneuriat, parce qu'en entrepreneuriat, ce sera comme ça. Ce sera vraiment à vous de vous auto-motiver, de vous auto-discipliner. Euh, voilà, et donc dans la lignée de cette idée d'autonomie, un des pièges à éviter en biographie quand on envisage ce métier, c'est vraiment, il ne faut pas rester dans l'état d'esprit du salariat. Parce que on est entrepreneur quand on est biographe. Donc, comme je vous l'ai dit, on gère notre activité, notre temps, notre trésorerie, notre solitude aussi, hein, parce que c'est un métier qui est assez solitaire. D'ailleurs, c'est tout le paradoxe du métier, parce qu'à la fois, on est dans un métier de l'humain, de la relation, mais pour autant, on est quand même souvent seul. Donc, il y a plein de manières de ne pas rester seul si on n'a pas envie, hein. Notamment bah, dans la formation, c'est vraiment une communauté de biographes, donc on peut avoir plein de pairs autour de soi. Et puis même autrement, on peut rentrer en connexion avec des confrères, des consoeurs. Enfin, aujourd'hui, c'est facile de se connecter à d'autres gens, mais pour autant, il faut quand même savoir que c'est un métier un peu plutôt solitaire. Et donc tout ça pour vous dire que quand on est biographe, on est entrepreneur et on est chef d'entreprise. Aussi petite soit notre entreprise, hein, souvent on est seul à bord, mais pour autant c'est à nous de diriger, de piloter notre activité. Euh, donc voilà, donc il faut en être conscient. Il faut être conscient que voilà, ça fait partie aussi du métier d'être apte à prendre les rênes d'une entreprise. Donc l'avantage de cela, c'est que ça offre une liberté totale, puisque c'est vous qui gérez votre temps. Vous travaillez quand vous voulez, d'où vous voulez. Donc c'est vraiment c'est vous qui vous organisez ça vous arrange. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage du métier. Mais cette liberté, elle engage aussi une certaine responsabilité et une certaine discipline. Et ça, il faut en être conscient. Euh, voilà, donc ne pas rester dans l'état d'esprit du salariat. Donc moi, dans la formation, je vous donne vraiment tout aussi pour appréhender cette partie entrepreneuriale. Vous préparez à être entrepreneur. Je vous dis comment gérer votre temps, je vous dis comment gérer votre facturation, les pièges à éviter quand vous facturez justement, comment vous assurer de ne pas avoir d'impayés, de retard de paiement, comment facturer voilà, au juste niveau. Enfin, voilà, tout ça, on l'aborde ensemble. Évidemment, la partie comment développer votre activité, comment communiquer, comment asseoir votre légitimité, vous rendre visible. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on aborde puisqu'elles sont incontournables. Mais après, je ne pourrais pas les faire pour vous. Donc, il faut quand même avoir conscience que c'est quelque chose qui va ensuite vous demander de vous y mettre et qui va vous demander de l'autonomie. Euh, Autre, je dirais, piège à éviter, c'est que c'est important d'avoir, quand on se lance, je pense, d'avoir vraiment conscience de la réalité du métier. C'est pour ça que je vous renvoie à l'autre webinaire où je parle vraiment de cette réalité-là, parce que je pense que c'est important de ne pas idéaliser. Même si c'est un métier vraiment magnifique, il faut quand même être conscient qu'on ne fait pas que écrire et écouter dans ce métier. Il y a aussi une partie dédiée aux tâches entrepreneuriales que je viens de vous citer. Et donc, il faut savoir que vous allez devoir tôt ou tard faire votre site internet, travailler votre référencement, peut-être sortir un peu de votre zone de confort pour communiquer. Voilà, il y aura. En fait, on ne fait pas que des choses qu'on aime. Ça, c'est comme dans tout métier, je pense, mais voilà, faut en être conscient. Alors, c'est pas du tout la majeure partie du métier. Je dirais, pour vous donner un ordre d'idée, que pour tout ce qui concerne les tâches entrepreneuriales, il faut à peu près prévoir 25% de votre temps, on va dire. Plus au début, parce qu'au début, évidemment, il y aura toute la partie créer votre site,
voilà, asseoir votre activité, développer votre offre, etc. Donc au début, il y aura un petit peu plus de temps forcément, mais ensuite, après, ça correspond à peu près pour vous donner un ordre d'idée à cette mesure-là. Mais bon, il faut en être conscient. Et puis, un autre, entre guillemets, piège, en tout cas, enfin, quelque chose que je vois souvent, c'est le fait de se laisser guider par le syndrome de l'imposteur. Parce que je vois beaucoup de gens qui sont appelés par le métier de biographe, qui ont une très belle plume, et ils le savent très bien au fond d'eux en plus. Ils ont toutes les qualités pour le faire, ils ont vraiment l'envie de faire ce métier. Mais voilà, ils se laissent happer par les doutes, ils doutent d'eux-mêmes, ils se disent je suis pas sûre que je vais y arriver. Du coup, ils n'essayent pas, ou alors ils essayent qu'à moitié. Parce que voilà, il y a ce fameux syndrome de l'imposteur qui les freine, qui leur coupe la plume, j'ai envie de dire. Et voilà, et je trouve ça dommage en fait de se laisser guider par ces doutes alors qu'on a vraiment envie d'y aller. Et je pense que si l'envie est là, je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas obligé d'essayer d'un coup, de tout lâcher. On peut aussi essayer petit à petit. On peut se lancer, par exemple, en gardant une activité en parallèle. Ou si vous avez la chance de bénéficier du chômage, vous pouvez essayer au début en ayant le chômage. On peut essayer, on n'est pas obligé voilà, d'y aller d'un coup et de tout lâcher pour ça. Je vous dis ça parce que moi, quand je me suis lancée en 2017, j'avais vraiment très peur, hein. Vraiment, je ne savais pas du tout si ça allait marcher ou pas. En plus, moi, je suis à Paris, donc il y avait déjà beaucoup de biographes. Enfin, sincèrement, je n'étais pas du tout sûre de mon choix. Et en fait, je me suis quand même lancée. Alors, j'ai beaucoup hésité hein, avant de franchir le pas. Et je me suis lancée le jour où j'ai compris que finalement, c'était un plus gros risque de ne pas essayer que d'essayer. Parce que je me suis dit, si je n'essaye pas, déjà, je risque de regretter. Parce que je ne saurais jamais, en fait, si j'aurais réussi ou pas. Je risque de passer ma carrière à faire des métiers qui ne me conviennent qu'à moitié. Et bah, je risque de passer à côté de mon rêve de vivre de l'écriture, en fait. Donc, je me suis dit, je préfère essayer. Si ça marche pas, au moins, j'aurais essayé. Mais plutôt que de risquer de ne pas essayer et d'être dans ce et si, dans ces doutes, dans comment dire, cette insatisfaction professionnelle parce que je n'avais pas été au bout de cette envie. Donc voilà, donc en tous les cas, à vous de réfléchir, mais si vraiment vous sentez que l'envie est là et si vous sentez que vous êtes à l'aise par écrit et si vous sentez que vous avez vraiment envie, voilà, moi j'ai envie de vous encourager et en tout cas de ne pas vous laisser trop freiner par le syndrome de l'imposteur parce que c'est pas lui en général le meilleur guide. Euh, Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, j'espère vous avoir un peu éclairé sur vraiment toutes les facettes du métier, un peu plus en profondeur que ce que vous saviez déjà. Donc, comme vous l'avez compris, si vous avez envie, moi, je serais ravie de vous accompagner sur cette voie de la biographie. Parce que voilà, je trouve que ce métier est vraiment magnifique et essentiel et je pense qu'il le sera de plus en plus parce qu'on a besoin de transmission, on a besoin d'humains et quand je dis humains, de vraie écoute, de vraie empathie, on a besoin de liens en fait. Et les gens d'ailleurs demandent de plus en plus de présentiel. Ils ont envie de voir des vrais gens, ils n'en peuvent plus d'être derrière leur écran. Ils ont envie de vrais échanges et puis ils ont besoin d'être écoutés, d'être entendus et d'être compris. Et ça, c'est ce qu'on a à leur offrir au-delà d'un beau livre, au-delà de nos plumes, au-delà de belles pages qui racontent leur histoire, au-delà de traces qui vont garder pour l'éternité leur histoire. On a aussi tout ça à leur offrir. Et ça, je pense que ça va être de plus en plus précieux dans le monde qui s'annonce et de plus en plus nécessaire. Donc voilà, tout ça pour dire que je serais ravie de vous accompagner dans cette voie, parce que c'est un métier qui est en plus pas encore si bien connu. Si vous parlez du métier de biographe, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que ça existe encore. Et c'est un métier où il y a encore beaucoup de choses à créer, des choses à proposer, à innover. Enfin, il y a plein de choses à faire. Voilà, donc si vous voulez rejoindre la formation, comme c'est une formation à ton rythme, vous la rejoignez quand vous voulez. Vous la suivez à votre rythme, en autonomie, n'est-ce pas? Même si je suis là, évidemment, à vos côtés tout au long du parcours. Voilà, donc c'est, comme vous l'avez sans doute vu, le prix augmente à partir de samedi. Ce ne sera plus 1 890 euros, ce sera 2 190 euros. Pourquoi ça augmente? Parce que la formation s'est beaucoup enrichie depuis sa création. Aujourd'hui, elle compte 8 intervenants, 8 experts dans un domaine qui est utile à la biographie. Donc, il y a la biographie, il y a une experte en biographie hospitalière,
Valeria Milewski, que vous connaissez peut-être. Il y a une experte en création de sites web, un expert en référencement pour rendre visible son site, une experte en blog, parce que ça peut être un outil intéressant pour votre visibilité aussi, une experte en tout ce qui concerne les questions juridiques, questions de responsabilité, de diffamation, etc. Une experte en IA, parce que même si je ne préconise pas du tout d'utiliser l'IA pour l'écriture, l'IA peut être utile pour des tâches annexes. Et donc, on vous dit comment l'exploiter de manière intelligente pour qu'elle vous serve et pour en faire une alliée plutôt qu'une ennemie. Et puis, il y a aussi un cours sur la généalogie avec un généalogiste. Si vous avez envie aussi d'aller un peu de vous initier à cette pratique qui évidemment est très complémentaire de la biographie. Voilà, donc avec tous ces intervenants, bah, le tarif a augmenté. Donc si vous voulez profiter du tarif actuel, bah, vous avez encore quelques jours pour en profiter. Euh, voilà ce que je voulais vous dire. Peut-être vous préciser aussi que la formation, elle inclut un coaching individuel, hein, où j'ai 1 heure, où on passe 1 heure ensemble pour vraiment réfléchir à votre projet, votre plan d'action. Et puis, elle inclut aussi une autre formation que j'ai créée qui s'appelle la formation Tenir le cap en tant qu'entrepreneur, qui est une formation pour travailler ce qu'on appelle son mindset, son état d'esprit d'entrepreneur. Parce que, comme je vous dis, on est entrepreneur quand on est biographe, donc il faut aussi avoir un état d'esprit d'entrepreneur, savoir dompter ses peurs, savoir être convaincu de ce qu'on fait, avoir confiance dans son projet. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on développe aussi dans cette formation. Donc ça, c'est une formation qui vous est accessible après la formation de devenir biographe pour avoir un réservoir d'énergie, de conseils pour rester dans une bonne dynamique entrepreneuriale aussi à l'issue du parcours. Voilà ce que je voulais vous dire. Je sais bien, j'ai réussi à garder du temps pour vos questions. Donc, je reviens dans le chat, je remonte le chat pour essayer d'y répondre. Alors, je ne comprends pas bien lorsque vous dites que la biographie est dans l'ombre, car il y a des biographes qui sont des auteurs du livre, donc ils y mentionnent leur nom de biographe. En revanche, une autobiographie, là, ce serait différent, donc ce n'est pas toujours le cas. Alors, ça dépend des livres, hein. Certains livres, on met notre nom sur la couverture ou en tout cas dans le livre, mais certains livres, les narrateurs souhaitent qu'on cède nos droits d'auteur pour qu'on disparaisse. Donc évidemment, vous êtes libre d'accepter ou non, mais en tout cas, si on cède nos droits d'auteur, notre nom n'apparaît pas. Alors, c'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Corrigez-vous vous-même les exercices proposés dans la formation? Oui, je corrige moi-même tous les exercices. J'ai pas de correcteur ou de correctrice, c'est vraiment moi-même parce que bah, j'ai à cœur aussi de vous aider à déployer votre potentiel. En fait, je vous partage vraiment mon approche biographique. Après, vous serez libre d'y coller ou pas, hein. Il y a plusieurs manières de faire. Mais en tous les cas, je vous donne tous mes conseils. Je suis bibliothécaire et documentaliste et volontaire en soins palliatifs et je fais des podcasts. Ok, bah, c'est un profil qui semble effectivement être cohérent avec la biographie. Bon, je ne rebondis pas sur les partages, je vais plutôt dans les questions. Quel est le public qui fait recours à un biographe? Alors ça, on en parle dans la formation. C'est très varié. Il peut y avoir évidemment des personnes âgées. Alors, en vérité, pas forcément les personnes âgées elles-mêmes, mais souvent leurs enfants ou leurs petits-enfants qui veulent avoir une trace de la vie de leurs parents, de leur grand-père, de leur grand-mère. Donc, souvent, il y a quand même tout un public dans ce sens-là, mais pas que. Il y a aussi comme je vous le disais, des entrepreneurs, des entreprises qui veulent raconter une vision professionnelle, un parcours. Il y a aussi des personnes qui ont des parcours atypiques et qui ont envie de le raconter, ou des parcours difficiles aussi et qui ont envie de témoigner, parfois pour dire comment ils s'en sont sortis d'une lourde épreuve, parfois pour se libérer de quelque chose qui est trop lourd pour eux. Enfin voilà, il y a vraiment un public très varié. Peut-on écrire plusieurs biographies à la fois? Oui, bien sûr. Et même si vous voulez vivre de ce métier, il faut écrire plusieurs biographies à la fois. Si vraiment vous voulez générer entre guillemets, un salaire, enfin, il faut écrire au moins 2 ou 3 biographies selon vos tarifs, au moins 2 ou 3 biographies, voire 4 en même temps. Je conseille de ne pas en faire plus de 4, voire 3. Enfin, ça dépend des projets, évidemment. Il y a des projets plus prenants que d'autres, mais oui, il faut en faire plusieurs à la fois. Est-ce que la formation peut être prise en charge par France Travail? Oui, tout à fait. Donc, dans ces cas-là, il faut faire une demande de financement. Donc, vous m'envoyez un message et je vous dirai les éléments dont j'ai besoin pour vous aider à faire votre demande de financement à France Travail. Vu que la formation est certifiée Calliope, elle peut être, vous pouvez avoir des aides au financement.
par France Travail, mais aussi par d'autres voies, comme par exemple les OPCO. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez demander une aide de financement à l'AFDAS, au FIFPL ou à votre OPCO. Donc ça vaut le coup de se renseigner. Il existe un DU en biographie euh, hospitalière, je pense que c'est, il manque le hospitalière. Quelle est la différence en termes de professionnalisation? Alors, le métier de biographe et le métier de biographe hospitalier sont deux métiers bon, à la fois qui ont des points communs évidemment, mais à la fois très différents, puisque le métier de biographe hospitalier, il s'exerce en hôpital pour les personnes en fin de vie, ou en tout cas en soins palliatifs. Donc, quand vous êtes biographe hospitalier, vous faites partie d'une équipe hospitalière et vous travaillez vraiment au service des soins palliatifs et vous accompagnez des gens qui veulent raconter leur histoire avant de partir. Euh, voilà, donc c'est vraiment une approche qui est différente, tant dans l'approche, dans la posture que dans l'écriture. Donc c'est vraiment à vous de savoir qu'est-ce qui vous appelle le plus. Dans la formation de devenir biographe, il y en a plusieurs, à savoir 4, qui ont ensuite poursuivi par un cursus en biographie hospitalière, dans l'idée d'être à la fois biographe, donc comme ça pour un large public, et biographe hospitalier. C'est possible de concilier les deux aussi. Alors, vous dites que Valéria Milevski intervient dans votre formation. Oui, tout à fait. Il y a un cours d'1 heure avec elle où elle présente vraiment le métier de biographe hospitalier, elle raconte ses spécificités et elle dit les voies, enfin les prérequis, enfin, comment on peut l'aborder et comment aussi s'y former. Concernant la formation de biographe, vous dites que c'est entre 3 et 9 mois selon chacun, mais j'imagine qu'il y a quand même des dates et un ordre de formation lesquels il faut se caler. Alors, effectivement, à l'entrée de la formation, je vous propose un planning en 3 mois, 6 mois ou 9 mois, que vous êtes libre de suivre ou non. C'est vraiment, en fait, la formation, vous pouvez la suivre à votre rythme. Quand vous vous inscrivez, vous avez accès au premier module. Donc, le premier module, donc il y a plusieurs cours, plusieurs vidéos déjà, à peu près 6-7 heures de cours, avec déjà des premiers exercices à faire, etc. Une semaine après, vous recevez l'accès au module 2. Et ensuite, tous les 15 jours, vous recevez accès au module suivant. Donc, il y a un ordre pédagogique défini je vous conseille de suivre, mais libre à vous si, par exemple, vous avez envie de suivre le module sur l'écriture avant parce que vous avez déjà un projet de biographie qui se présente, par exemple, c'est possible aussi. Je peux adapter aussi l'ordre pédagogique à vos besoins. C'est vraiment un peu à la carte, c'est vraiment à votre rythme et selon vos besoins. Mais sinon, ce qui est le conseillé, c'est de suivre l'ordre pédagogique que je vous propose, qui représente 3 mois de formation, mais que vous pouvez suivre plus lentement selon vos disponibilités, selon vos envies. Euh, alors, y aura-t-il des interactions possibles entre les apprenants de la formation? Oui, tout à fait. Donc, il y a un groupe Facebook qui est dédié au groupe, aux élèves de la formation Devenir biographe, tant à ceux qui l'ont suivi en 2023 qu'à ceux qui la suivent aujourd'hui. Donc là, c'est un groupe très vivant, très bienveillant, très soutenant. Donc, il y a des échanges entre les élèves. Et je propose aussi en début de parcours un fichier de mise en relation. Donc, si vous avez envie de rentrer en relation avec d'autres biographes en formation ou déjà établis d'ailleurs, selon votre localisation, selon voilà, vos envies, vous pouvez faire des petits groupes de 2, 3 ou 4 pour vous soutenir, pour créer du lien, etc. Donc, il y a plein d'interactions possibles. Et c'est une bonne énergie dans le groupe. Est-ce que la formation peut être prise en charge par le CPF? Non, non, non. Elle est certifiée Calliope, mais elle n'est pas éligible au CPF. Quand on s'engage dans la formation, pendant combien de temps a-t-on accès au module? On a accès 1 an au cours à compter de son premier cours. Si à l'issue de l'année, vous n'avez pas fini, vous pouvez me demander une prolongation des accès, juste en me justifiant pourquoi. En fait, ce délai, il n'est pas pour vous limiter, il est vraiment pour vous motiver. Parce que d'expérience, si on n'a pas d'objectif, pédagogiquement, on a tendance à procrastiner, à prendre notre temps. Donc pour moi, 1 an, c'est une bonne durée. Si vous avez envie d'avancer dans votre projet, si vous avez envie de vous donner la chance aussi que ça prenne forme, je trouve que 1 an pour se former, c'est une durée qui est correcte pour le faire, voilà, sans non plus vous mettre la pression, mais quand même en avançant. Maintenant, si pour des raisons personnelles ou autres, vous avez besoin de plus, je ne suis pas rigide, je peux vous prolonger les accès. Combien de temps faut-il environ pour écrire un livre et combien faut-il de livres biographiques pour arriver à en vivre? Combien de temps faut-il pour écrire un livre? Alors, en grand minimum, il faut au moins 4 mois. Et en général, il faut plus
6, 9 mois, parfois même un an, parce que bah, ça prend du temps en fait, hein. En tout cas, pour une biographie complète, il faut au moins 10, 15 séances. Donc en général, on fait des séances au moins tous les 15 jours pour avoir le temps de partager au narrateur ce qu'on a écrit, d'avoir ses retours, pour avoir le temps d'avancer aussi posément, que lui il prenne son temps, etc. Donc en gros, voilà, de 4 à 9 mois, voire parfois plus. Ça dépend vraiment du narrateur et de sa disponibilité. Et combien faut-il de livres biographiques pour arriver à un livre? Bah, ça dépend de la manière dont vous facturez. Si vous facturez un livre biographique assez cher, bah, il faudra forcément faire moins pour arriver à en vivre. Mais je dirais qu'en moyenne, selon vos tarifs, une fois de plus, il faut compter entre 5 et 10 livres par an minimum pour réussir à vous dégager un salaire correct. Quelle est la durée approximative d'une biographie? Alors, quand vous dites la durée, est-ce que c'est la durée du projet? Donc là, j'ai répondu. Il faut entre 10 et 20 séances en moyenne pour une biographie. On ne peut pas dire un nombre précis parce que, comme vous l'aurez compris, ça dépend des narrateurs. Il y en a qui ont beaucoup de choses à dire et d'autres qui sont extrêmement concis ou très pudiques. Donc, on a beaucoup moins de matière. Donc, forcément, il faudra moins de séances. Donc, c'est au cas par cas. C'est pour ça qu'on dit une fourchette et pas un nombre précis. Pour écrire une biographie, combien de rencontres sont en général nécessaires? Bah là, j'ai répondu. J'ai déjà répondu au CPF. Alors, attendez. Est-ce que les heures de cours proposées par module sont enregistrées ou est-ce en direct en vidéo? C'est enregistré. C'est pour ça que la formation est à votre rythme, parce que les cours sont à votre disposition et vous les suivez quand vous voulez. Et pour chaque cours, vous avez des exercices à faire. Donc des exercices, il y a deux types d'exercices dans la formation. Il y a des exercices d'écriture, évidemment. Vraiment, vous allez échauffer votre plume à chaque module pour vous entraîner vraiment au style biographique, pratiquer et aussi pour vous constituer un portfolio de biographe que vous pourrez proposer à vos futurs clients. Et aussi des exercices qui sont plutôt des exercices de réflexion pour réfléchir à votre projet, votre offre, comment vous allez communiquer. Donc tout ça, c'est quelque chose qui se fait tout au long du parcours. Vous avez des questions qui vous sont proposées, que vous pouvez me renvoyer, comme ça je suis avec vous l'évolution de votre projet et on avance ensemble. Y a-t-il possibilité d'un paiement en plusieurs fois? Oui, il y a possibilité d'un paiement en 3 fois, si vous voulez, donc 3 mensualités. Que signifie salaire correct pour vous? Alors ça, c'est très relatif, mais je dirais au moins 2 000 € par mois. Avez-vous une trame de questionnaire pour guider les entretiens? Alors, en général, moi, non. Je sais que certains biographes font ce choix d'envoyer avant le début de la collaboration des questions. Moi, non. Moi, je préfère vraiment partir d'une page blanche, laisser venir ce qui vient, accueillir et pas être trop dans le directif. Parce que d'expérience, c'est souvent quand on est dans l'accueil qu'on reçoit les plus belles surprises. Et quand on est trop directif, quand on oriente trop, bah, parfois on empêche des détours qui étaient précieux. Donc personnellement, non, de manière générale, évidemment, si le narrateur est en demande de ça, si le narrateur, je sens qu'il a besoin de contrôle, qu'il a besoin d'être guidé, ça peut m'arriver éventuellement, mais de manière générale, non. Enregistrez-vous les échanges? Oui, tout à fait. J'enregistre les échanges. Je me sers très peu des enregistrements, mais c'est vraiment au cas où, comme la prise de notes, c'est pas toujours évident avec certains narrateurs, donc j'ai toujours l'enregistrement en support, mais j'essaye de m'en servir le moins possible. Mais oui, j'enregistre les échanges. Faut-il un matériel informatique spécifique? Non, il vous faut juste un ordinateur avec un traitement de texte, évidemment une connexion Wi-Fi parce que peut-être que vous ferez des entretiens en visio, donc évidemment avoir Zoom ou un moyen de faire des entretiens en visio. Un cahier, un crayon, des stylos, mais non, il n'y a pas besoin de matériel informatique spécifique, sachant que vous pouvez enregistrer sur votre smartphone. Bah justement, la question enregistrez-vous avec un dictaphone? Non, j'enregistre avec mon smartphone. Mais c'est possible de le faire avec un dictaphone, hein, ça c'est mon choix personnel. Quel type de projet avez-vous refusé? Alors j'en ai refusé plusieurs, hein. Parfois des projets où il y avait un caractère très diffamatoire. La personne voulait régler ses comptes, par exemple, ou était en plein procès, voulait faire un livre qui était vraiment très, très règlement de compte. Donc ça, non, merci. Des livres où, par exemple, le narrateur est complètement pas du tout
en phase avec mes valeurs. Par exemple, s'il tient, il a un discours raciste ou ce genre de choses, non merci non plus. Même si en biographie, enfin, pour moi, c'est important d'être ouvert d'esprit, donc je suis tout à fait disposée à travailler avec des narrateurs qui n'ont pas les mêmes opinions que moi parfois, mais quand on touche à des valeurs vraiment importantes, là, non, je refuse. Euh, Parfois, il y a des narrateurs qui arrivent avec des projets aussi qui sont pas du tout mûrs. Ils veulent faire un livre comme ça, mais non, finalement comme ça. Enfin, c'est pas du tout mûr, en fait. Et on est obligé, quand on commence un livre, de bien cerner les attentes du narrateur. Bien savoir ce qu'il veut, à qui il s'adresse, ce qu'il attend du livre. Si on part en plein flottement, ça va être compliqué, et pour lui et pour nous. Donc, quand le projet n'est pas encore bien mûr pour le narrateur, alors je l'aide évidemment à essayer à le préciser, mais si vraiment c'est trop flou, je l'invite à y réfléchir avant de commencer. Voilà, et puis après, il y a des projets que j'ai refusés faute de disponibilité parce que j'avais déjà 3 livres en cours, parce que j'essaye de ne pas avoir plus de 3 livres. J'ai été jusqu'à 4, parfois c'est possible, mais dans l'absolu, je trouve que 3 livres, c'est bien. Et donc là, ça m'arrive de refuser, du coup, de les confier à des consoeurs ou confrères qui peuvent s'en charger. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment est-ce qu'on trouve des clients? Ah bah alors là, c'est l'objet de tout un module de la formation. Le module 2, c'est le module le plus dense de la formation avec celui sur l'écriture, parce que bah, justement, on aborde tous les canaux d'acquisition et de communication possibles, vraiment spécifiques à la biographie. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, loin de là. Donc, on aborde vraiment les différents canaux pour qu'à l'issue de la formation, vous ayez vraiment des idées et un plan d'action précis pour votre communication, parce qu'il y a plein de choses possibles à mettre en place. Mais ça implique d'avoir une communication déjà active. Ça ne va pas tomber du ciel. Il ne s'agit pas juste de faire son site et d'attendre que les clients viennent à nous. Il faut quand même être dans une démarche active et régulière et sur la durée. Ça, il faut en être conscient en fait, que la communication, c'est une partie de notre activité aussi. Comme je vous dis, on peut trouver des canaux d'acquisition et de communication qui respectent notre nature, parce que je sais que ça fait peur à beaucoup d'entre vous, et à moi la première d'ailleurs, les réseaux, se mettre en avant, au secours. En général, quand on se lance dans le métier de biographe, on est de nature plutôt introvertie et discrète, en général. Donc, on n'a pas du tout envie de se rendre visible, mais il y a des façons de le faire qui sont vraiment adaptées à nos profils, et pourtant efficaces. Mais ça implique quand même d'y mettre du temps, d'y mettre de l'énergie et sur la durée. Ça, faut en être conscient. Comment prévoyez-vous l'impression? Car le nombre d'exemplaires est très limité, difficile de trouver un imprimeur à tarif abordable pour de si petites quantités. Bah, j'ai un imprimeur qui est vraiment spécialisé en biographie, donc c'est toujours par lui que je passe. Et parfois, on fait des 10 exemplaires, 20 exemplaires, 50 exemplaires. C'est même arrivé de faire 2 exemplaires. Donc, on s'adapte selon les besoins du client. Est-ce à lui de trouver le titre de son livre ou est-ce à nous, biographes? Alors, ça dépend. Parfois, le narrateur a une idée, mais quand même, très souvent, il attend de nous qu'on soit force de proposition. Donc, c'est à nous. En général, moi, ce que je fais, c'est que je lui propose plusieurs titres. Et soit il choisit, soit ça l'inspire, lui, pour en trouver un. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que in fine, c'est lui qui choisira. Donc, même si c'est nous qui proposons, même si on a un titre préféré, ce sera toujours le narrateur qui aura le dernier mot. Euh, Est-ce que c'est un métier appelé à se développer ou déjà saturé? Pour moi, c'est un métier qui est appelé à se développer. D'une part parce qu'il n'est pas encore si répandu que ça. Alors, je sais que parfois, quand on suit des biographes en ligne, on a l'impression qu'il y a plein de biographes partout, parce qu'on a plein de biographes sur son fil. Alors qu'en vérité, si vous en parlez autour de vous, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le métier, ou en tout cas très peu, ou en tout cas qui ne comprennent pas bien en quoi ça consiste. Donc pour moi, c'est un métier qui mérite d'être mieux mis en lumière. Il y a tout un travail de visibilité à faire du métier pour que les gens le connaissent, pour que les gens... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dans l'idée d'écrire un livre et ils ne savent pas qu'ils peuvent se faire aider. Ils ne savent pas qu'il y a des prêts de plumes qui sont aptes à les aider sans écrire forcément tout pour eux, mais qui peuvent s'adapter à leurs attentes, les aider à trouver les mots justes, etc. Donc pour moi, c'est amené à se développer à ce niveau-là. Et puis pour toutes les autres raisons que j'ai dit dans ce webinaire, à savoir le besoin de l'humain, le besoin de la transmission qui va croissant et qui va continuer à aller croissant. Donc pour moi, ça va être amené à se développer. Et puis la population vieillit, l'air de rien, et les personnes âgées restent quand même un de nos publics. Euh, et il y a de plus en plus parmi les jeunes une envie d'avoir accès à l'histoire de leurs parents et leurs grands-parents. Ça, j'ai de plus en plus de demandes de personnes de 30, 35 ans, même moins, qui ont envie d'avoir l'histoire de leur grand-mère ou leur grand-père, par exemple, avant qu'elles partent. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus palpable.
Le coût de l'impression est-il facturé en sus car fonction du nombre d'exemplaires? Tout à fait. Le coût de l'impression est facturé en plus. Est-ce que vous proposez parfois à des éditeurs? Oui, il peut arriver que des gens nous contactent et aient envie d'être publiés. Donc là, dans ces cas-là, moi, je leur précise que je ne garantis pas qu'ils vont trouver un éditeur et que je ne suis pas responsable de leur trouver un éditeur. Moi, je vais les aider à écrire au mieux leur livre, à faire le livre qui correspond le plus à les attentes et le plus apte à séduire les éditeurs et les lecteurs. Mais par contre, je ne charge pas de la partie édition. Prévoyez-vous de reproposer un autre webinaire sur le métier de biographe prochainement? Alors, pas tout de suite, je vous avoue, parce que celui qui est en ligne est assez récent. Je l'ai fait l'année dernière, donc autant celui que je fais là, je l'avais déjà fait mais il y a 3 ans, donc il me semblait important de le réactualiser, même si l'essentiel est là. Mais autant le deuxième est vraiment d'actualité, donc franchement, je pense pas le proposer tout de suite. J'en proposerai peut-être d'autres sur d'autres sujets, mais sur celui-là, je vous invite à voir le replay. Euh, alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Non, c'est bon pour vous? Est-ce que je regarde si j'ai... Non, c'est bon. Alors attendez, parce que là, je ne vous vois plus. Non, c'est bon. Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. J'espère que ce webinaire vous a aidé à gagner en clarté sur vos ambitions de biographe, sur vos envies d'aller plus loin, ou pas d'ailleurs, hein. En tout cas, sachez que je reste à votre disposition, hein. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Moi, de mon côté, je vais vous envoyer le replay de ce rendez-vous, le lien du webinaire dédié au métier de biographe si ça vous intéresse. Et puis voilà. Donc, merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt peut-être. Oui, merci.